الشعب اللي تمشى بالحفاظ عالشوك عجلي وعلى النار. بن بولعيد واسمو مصطفى علي لابوانت وبدي عمر. القصبة مازالها واقفة ومازالو عساس الدار، مازالها سعلة السقيفة ومازالها حرمة الجار. أنا يا بلادي راني عارف هما ما كانوش عارفين، دهشو نهار علي ما توقف احنا عادتنا نموت واقفين. نموت على النيف والشرف، نموت على الوطن والدين، علمنا بلا ريح يرفرف احنا هما الجزائريين. أنا يا بلادي على بالي هما ما كانوش فاهمين، حبوا يديو البلاد ديالي حسبونا ماناش قادرين. بكاتهم حسيبة بن بوعلي الجميلة تونسى الأخرين، من حقك يا الجزائر تولولي ولدتي نساو رجال حرين. أنا يا بلادي سمحيلي ما قدرتش نذكرهم كاملين، واش نذكر واش نخلي شهداء روحهم طاهرين، مازالهم في قلبي وفي بالي ربي يرحمهم أجمعين. والقصبة مازالها ديالي وسط الدار والعرس واقفين. معليش يا القصبة وريلهم قرصان رياس وساطيل، على عروج وخير الدين احكي لهم، وفهم الناس اللي جاهلين واللي الجزائر ماهيش ليهم ولادها مازالهم عايشين في وسط الناس. كيفاش تعرفهم في الشدة ديما متحدين، باللي الجزائر ماشي ديالهم ولادها مازالهم عايشين في وسط الناس. كيفاش تعرفهم في الشدة ديما متحدين. Les amis de Jazair Hope et tout le présent, bonsoir, bienvenue encore une fois sur la plateforme de Jazair Hope pour ce live avec Monsieur Jacob Cohen, que vous connaissez, la plupart d'entre vous, je suis sûr, connaissez parfaitement. Monsieur Jacob Cohen est un écrivain universitaire, auteur franco-marocain, mais c'est un grand connaisseur de la situation au Moyen-Orient et en particulier du dossier israélien. C'était la raison principale de l'avoir invité ce soir dans le contexte de l'évolution de la situation au Moyen-Orient et en particulier entre Israël et l'Iran. Monsieur Jacob Cohen, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. À chaque fois que je vous le demande, c'est un grand plaisir de partager ce moment avec mes compatriotes algériens. Voilà. Merci beaucoup encore une fois. Mesdames et messieurs, en l'espace de 24 heures, j'ai fait 3 lives. Celui-là, c'est le 3e. Donc, hier matin, très tôt, j'ai donné mon point de vue
en réaction à ce qui s'est passé la nuit où les États-Unis ont attaqué l'Iran. Hier soir, on a eu Madame Lida Al-Harbaoui pour parler un peu de pourquoi, plutôt de comment l'Iran allait réagir. Mais ce soir, on va parler de la situation en Israël en particulier. Et pour commencer, la question de M. Jacob Cohen, c'est, d'après vous, pourquoi les États-Unis ont attaqué, pourquoi Trump a attaqué? Et je pose la question parce que Trump, c'est quelqu'un qui a toujours annoncé qu'il ne voulait pas de guerre. C'est aussi quelqu'un qui, juste après son élection, il y a eu le déclassement de quelques dossiers, entre autres l'assassinat de JFK Kennedy, et tout le monde a vu qu'une des raisons, c'était un peu le nucléaire israélien. Il y a des contradictions dans les actions de Trump et ce qu'il annonce comme intention. Alors, moi, je dirais d'abord, c'est pas, je reprends l'analyse de très grands spécialistes américains indépendants, notamment Mearsheimer, Scott Ritter, etc., qui disent que cette attaque est c'était presque un coup à blanc. Voilà. C'était pas une vraie attaque. C'est-à-dire, ils ont attaqué 3 sites, dont 2 avaient déjà été bombardés par Israël, et le 3e est très bien protégé. Il est très probable qu'il avait été vidé 2 jours avant parce que l'attaque avait été annoncée par Seymour Hersh. Donc, en fait, finalement, si Trump avait voulu attaquer l'Iran, ça veut dire dans ses positions stratégiques sensibles, il aurait pu attaquer des bases de missiles, il aurait pu attaquer des aéroports, des voies de communication, etc. Mais il a attaqué des sites qui ne signifient plus rien pour l'Iran, voilà, qui n'ont aucune signification ni militaire ni énergétique, puisque de toutes les façons, ces sites ne fonctionnaient pas et ça ne détruit pas du tout le potentiel, ça ne fait que le transférer ailleurs. Et on sait, enfin tous les spécialistes le disent, que le potentiel iranien est beaucoup plus riche que ça, beaucoup plus étendu, beaucoup plus dispersé. Et donc, à mon avis, si je fais un peu le résumé de toutes les interventions, etc., c'est que Trump a voulu marquer le coup. Voilà. C'est-à-dire il devait subir des pressions terribles de la part du lobby sioniste. Il ne faut pas oublier quand même que Trump avait reçu beaucoup d'argent, notamment par exemple la veuve Adelson qui lui a donné 100 millions de dollars, etc. Et donc il était, en tout cas, il se sentait obligé de faire quelque chose. Et ce quelque chose, en fait, si on peut dire, à la limite, on pourrait dire que Trump, c'est un joueur de poker très subtil et très cynique. Pourquoi? Enfin, si je peux me permettre, c'est que, en fait, il n'a pas vraiment aidé Israël avec ces 3 coups, avec ces 3 bombardements. Pas du tout. Puisque le potentiel offensif de l'Iran contre Israël n'a pas subi le moindre dégât. Donc, l'Iran dispose toujours de sa force de frappe contre Israël. Et deuxièmement, il met Israël un peu dans une situation difficile, c'est-à-dire en disant, parce que Israël, comment dire, théoriquement, Israël se bat contre l'Iran pour éliminer la menace nucléaire. Or, Trump leur dit, j'ai éliminé la menace nucléaire. Or, ça veut dire, est-ce que cette attaque vaut encore le coup d'être poursuivie? Alors, si on peut vraiment, si Trump s'arrête là, c'est qu'il aurait joué quelque chose de très subtil et de très cynique. Voilà. Et oui. Allez-y. Je pense que Trump, par moment, il peut avoir l'allure d'un gros benet du Middle West, un genre cow-boy, mais parfois, il peut avoir des subtilités stratégiques assez désarmantes. Voilà. Et il se peut qu'il ait joué ce coup-là de cette façon, qui n'engage pas. C'est pas vrai que les États-Unis sont entrés en guerre contre l'Iran. Voilà, ça c'est un fait. Je saisis. En d'autres termes, si j'ai bien saisi,
On lui a mis de la pression, donc il a fait un coup pour leur dire voilà, c'est ce que vous voulez, je le fais, mais en réalité, c'est rien. Voilà. Et en fait, il a dit attention, maintenant, si vous m'attaquez, j'interviens. Or, il est très probable que l'Iran a toutes les cartes en main pour ne pas intervenir. D'abord, il a la carte du pays agressé qui a droit à des représailles et donc il peut attendre pour les faire. Et deuxièmement, pourquoi provoquer la colère de Trump qui serait obligé d'intervenir? Or, en n'intervenant pas, en ne répondant pas, puisque de toute façon, l'attaque entre guillemets américaine n'avait vraiment aucune importance, ni stratégique, etc. Et donc, l'Iran probablement va continuer sa stratégie qui est d'affaiblir au maximum le proxy israélien, le proxy américain le plus fidèle. Et c'est de là qu'on voudrait parler le plus. Mais avant d'y arriver à ça, Monsieur Cohen, oui. Je voulais parler de l'AIEA. Juste avant l'attaque, il y a eu des informations et des fuites que l'Iran a obtenues, des documents qui prouvaient, entre guillemets, la collaboration entre l'AIEA et Israël, et en particulier son chef Raphaël Grossi. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, de Raphaël Grossi et de cette histoire de fuite de documents, et qu'est-ce que tout cela implique en termes de crédibilité de l'AIEA et de Raphaël Grossi? Ok, l'AIEA est subventionné en grande partie par l'Amérique et par l'Occident. Je viens d'écouter il y a quelques heures Jacques Beau, qui est quand même un grand connaisseur d'un nombre du renseignement suisse, etc. Enfin bon, c'est un très grand connaisseur, il a travaillé à l'OTAN et tout. Et il avait dit que un président de l'AIEA ne peut être nommé sans qu'il obéisse à l'Amérique. Voilà. Sinon, il n'aurait été jamais nommé, et donc il est obligé de suivre les directives américaines. Donc l'AIEA a tenté de sauver les apparences pendant quelque temps. Quand elle pouvait, elle le faisait. Mais dans les cas sensibles et plus dans les moments décisifs, l'AIEA reprend le storytelling, le narratif américano-israélien. Et il est évident aujourd'hui, on le sait, que l'AIEA, et d'ailleurs l'Iran a refusé désormais de laisser l'AIEA contrôler ses installations parce que l'AIEA transmettait des informations aux Israéliens. C'est ce qui a permis aux Israéliens d'assassiner des scientifiques nucléaires iraniens et de piéger certaines installations. Aujourd'hui, c'est venu à l'évidence que l'AIEA a fourni ces renseignements et a travaillé, malheureusement, c'est une organisation internationale qui est entre les mains des États-Unis et qui sert les intérêts des États-Unis. Et M. Raphaël Grossi est argentin, et on connaît la relation très très forte entre Israël et l'Argentine, du moins sous la présidence actuelle. D'accord, mais sauf que Grossi, il est président de l'AIEA depuis au moins 7-8 ans, à mon avis. D'accord, d'accord. Maintenant, parlons, M. Cohen, de la situation militaire en Israël. Oui. D'après vous, est-ce qu'on est dans une guerre de long terme? Pourquoi? Et est-ce que Israël pourra résister? Il y a pas, cet après-midi, j'ai vu une information sur le Mayadin qui disait que Israël a demandé à l'Iran d'arrêter les représailles et de se mettre sur la table de discussion, et que l'Iran a répondu par un non. Alors effectivement, quand on écoute les médias israéliens, moi je les suis en français, ils glissent comme ça en passant. Évidemment, ils ne disent pas qu'Israël a envie de négocier, mais ils insistent sur le fait que l'Iran devrait négocier. Donc, ils mettent la responsabilité sur l'Iran. Or, si les Israéliens étaient en position de force, jamais ils n'auraient accepté même l'idée ou la perspective d'une négociation. Il est évident qu'aujourd'hui,
Israël se trouve dans une situation quasi désespérée. Pourquoi? Parce que sur le plan militaire, c'est pas ok sur le plan militaire. À la limite, on pourrait même dire que les Israéliens infligent un peu plus de dégâts aux Iraniens que l'inverse. Sauf que l'Iran est un pays immense qui fait, je sais pas combien, qui fait deux ou trois fois la France, et donc il peut supporter. C'est un pays qui connaît qui a connu des guerres longues, qui est très résilient, très dur au combat et à la souffrance et aux privations, alors que les Israéliens n'ont pas l'habitude. Aujourd'hui, une semaine, 10 jours, disons, de bombardements iraniens, même s'ils ne sont pas dévastateurs, mais ils le sont assez, ont provoqué la panique en Israël, un sentiment de désarroi, de crainte, de terreur, de désir de fuite. Il y a des milliers d'Israéliens qui tentent par tous les moyens de partir, et ils sont totalement désorientés. Ils sont devant les ruines de leurs maisons, des voisins, de leurs voitures. Il faut aussi ajouter que les Israéliens, comme le gouvernement a décidé qu'il fallait rester dans les abris, les écoles sont fermées, les lieux de travail n'ouvrent qu'en cas vraiment d'urgence ou dans des conditions assez restrictives. Et donc, les Israéliens vivent très mal cette situation. Et on a enfin, moi, par exemple, j'ai posté des vidéos où les Israéliens prennent des bateaux par milliers vers Chypre, des passeurs quasiment, puisque le gouvernement leur a interdit de prendre les avions pour aller à l'étranger. Et donc, ce sentiment de panique, vous savez que les Israéliens, ils aiment bien vivre en Israël. Surtout, il y a beaucoup de nouveaux immigrants. Chaque année, il y a entre 30 000, 40 000, 50 000 immigrants qui viennent des États-Unis, de France, d'Argentine, etc. Et ils veulent vivre à l'européenne dans un pays méditerranéen. Le soleil, la belle vie, la plage, etc. Et là, tout à coup, depuis quelques jours, ils sont soumis à des bombardements, à des destructions, et ils ne comprennent pas. Ils se disent, nous pensions que c'était le pays où on était le plus protégé, on était les maîtres, et là, on devient des réfugiés, on n'a plus de maison, et c'est un sentiment inconnu qui insinue dans la population israélienne le sentiment de détresse. Quand vous voyez les Israéliens devant les immeubles détruits, vous comprenez à quel point, même le maire de Haïfa, par exemple, qui n'a pas dit un mot sur Gaza, qui est un sioniste, bien sûr, le maire de Haïfa a supplié l'Iran de faire la paix. Donc, il y a des appels désespérés des Israéliens pour que ça s'arrête, mais apparemment, enfin, peut-être que la question viendra plus tard, l'Iran n'a pas l'intention d'arrêter pour le moment. Absolument. D'ailleurs, les auditeurs viennent de m'informer que la base Aïdid au Qatar vient d'être attaquée. Donc, vous allez nous dire votre point de vue. Est-ce que c'était prévisible et aussi est-ce que c'est la bonne approche? Parce que hier, dans la discussion avec Madame Linda Al-Arbaoui, on a fait un sondage. Un peu la tendance était que le plus intelligent pour l'Iran était de continuer la pression sur Israël et de ne pas donner de prétexte à une escalade et passer d'une position de victime vers une position offensive. Mais vous avez parlé tout à l'heure que Israël inflige un peu plus de dégâts à l'Iran. Ma question est que est-ce que Israël est seul dans cette attaque contre l'Iran? Est-ce qu'il n'y a pas un support militaire des pays de l'OTAN? Et en même temps, parlez-nous du dôme de fer qui était censé protéger Israël, Tel Aviv et Haïfa, et que apparemment c'est pas vraiment le cas. Alors, peut-être que, en tout cas, il est certain, c'est un fait, que le dôme de fer ne protège pas, enfin, en tout cas, ne protège qu'en partie. Donc, il laisse passer des drones, des missiles, etc.
et qui cause des dommages très ponctuels, très bien choisis par les Iraniens, qui ne veulent pas, qui veulent éviter les destructions à l'israélienne de civils, etc., mais bien ciblés, comme des instituts technologiques, comme le port de Haïfa, des aéroports, etc., et des centrales électriques. Et donc, ils ne cherchent pas, et le dôme de fer ne protège pas, et c'est ça qui rend fou les Israéliens. Alors, ça peut être dû aussi à l'intelligence ou de la stratégie iranienne. Ça veut dire d'envoyer des centaines de drones pour couvrir, et puis après, en tout cas, le fait est que les Israéliens n'ont peut-être pas, ne savaient peut-être pas tout de l'arsenal iranien et en ce qui concerne les missiles. Ils ont probablement que l'Iran a bien caché son jeu, et puis l'Iran pratique une certaine gradation dans l'envoi des missiles, et même dans la temporalité. Par exemple, vous savez, les 2 premiers jours, l'Iran avait envoyé quelques centaines de missiles, et puis les 2 jours suivants, 5 à 10 missiles. Et là, les Israéliens étaient heureux, très contents, parce qu'ils disaient, ça y est, l'Iran n'a plus de missiles, on a gagné, etc. Et tout à coup, changement de rythme, l'Iran commençait à envoyer, mais vraiment de manière subtile, de manière incisive, cynique, au moment où on l'attend pas. Et donc, ça frappe un peu plus la psychologie, et ça crée une psychose chez les Israéliens qui ne savent plus où donner de la tête. Voilà, parce qu'ils passent des heures entières dans les abris. On reviendra. Oui, d'accord. On reviendra à la situation, de la population en Israël, mais votre réaction sur cette information qui vient de tomber, où apparemment c'est confirmé, plusieurs commentateurs me le disent, que l'Iran a frappé la base de Hadid au Qatar. Quelle est votre première réaction? Est-ce que c'est une base américaine ou c'est une base qatari? Oui, c'est une base américaine, oui. Ah bon, si c'est vrai, je pense, pour moi, je suis surpris, parce que, je pensais que l'Iran ne ferait pas ça, puisqu'elle donnerait un prétexte. Ça servirait à quoi? Parce qu'apparemment, ces bases ont été vidées de leurs militaires. Vous savez, avant l'intervention militaire de Trump, ils avaient vidé les bases du Golfe Persique, les bases américaines, ont été vidées de leurs militaires. Bon, alors il se peut que ce soit une attaque sur une base vide, donc certainement vide, puisque tous les militaires, à ma connaissance, moi j'ai vu ça, tous les militaires américains et les navires ont été évacués de la zone avant l'attaque américaine. Alors donc il se peut que peut-être que c'était un deal avec les Américains, vous allez bombarder une base vide, comme ça vous auriez eu votre représailles. Je ne sais pas, sinon je ne vois pas l'intérêt des Iraniens de bombarder une base américaine vide qui n'amène rien sur le plan stratégique, mais qui pourrait donner l'occasion à l'Amérique de participer, ce dont l'Iran n'a pas intérêt à voir l'Amérique intervenir massivement, à moins que l'Iran ait reçu des assurances de la Chine et de la Russie. Voilà, donc c'est difficile. Exactement, à ce propos-là, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que la Chine et la Russie, peut-être d'autres comme le Pakistan, interviendraient éventuellement d'une manière ou d'une autre? Alors, pour la fourniture d'armement, du renseignement, du soutien logistique, certainement, je sais que la Chine a commencé, intervient déjà. D'accord? Bon. Et la Russie, probablement, doit discuter probablement avec le ministre des Affaires étrangères pour voir ce qu'elle pourrait faire. Mais de là à dire une intervention directe, ça pourrait arriver si vraiment l'Iran se trouvait dans un état désespéré, ce qui n'est pas le cas, loin de là. Mais par contre, pour fournir du soutien, des armements, des missiles,
Il y a même quasiment un pont aérien avec la Chine qui permet de fournir tout ce qu'il faut tout ce qu'il faut à l'Iran. En tout cas, merci beaucoup pour cette réaction à chaud, à cette information. Je sais que ça demande à être vérifié dans quelles conditions et dans quels détails ça a été fait et quelle est l'ampleur pour pouvoir avoir une lecture. On revient à la situation à l'intérieur des territoires occupés, à Tel Aviv et Haïfa. Vous avez parlé d'effondrement psychologique de la population. Pensez-vous qu'à terme, si ça continue comme ça, qu'il y ait une exode de la population israélienne? Moi, je crois que, vous savez, j'ai souvent dit que l'effondrement, un jour ou l'autre, c'est-à-dire le régime sioniste, il disparaîtra avec le temps, parce qu'il ne peut pas tenir vu l'état de guerre permanent, etc. Mais récemment, quand on m'a posé la question, avant la deuxième, enfin cette dernière confrontation, je disais qu'il faut attendre un délai de 5 à 10 ans pour voir ce phénomène se réaliser. Or, il y a eu une accélération de l'histoire, enfin avec cette guerre, et je vous rappelle d'abord que des dizaines de milliers, sinon peut-être 100 000 ou 150 000 ou 200 000 Israéliens ont pris des passeports étrangers grâce à leur origine allemande ou polonaise ou russe ou ukrainienne, et beaucoup de juifs orientaux, notamment d'origine marocaine, ont réussi à avoir des passeports portugais, dont des membres de ma famille. Voilà. Et donc, ils l'ont fait il y a 1 an, il y a 4 ans, il y a 5 ans, parce que ils ont le sentiment que la situation n'est plus aussi idéale qu'elle le paraissait il y a longtemps. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que une bonne partie des nouveaux Israéliens est arrivée il y a 10-15 ans, et donc a gardé des attaches avec les pays d'origine, notamment l'Amérique, l'Argentine, la France, et dans cette situation pourraient retourner facilement dans leurs pays respectifs. Mais il y a un sentiment, l'Israélien n'est pas, enfin certes il est attaché à ses terres, mais de manière un peu plus ou moins artificielle. C'est-à-dire, on lui a toujours dit, comme pour reprendre l'expression d'un ancien Premier ministre Ehud Barak, Israël est une villa dans la jungle. Donc, entouré de pays arabes qu'on domine et qu'on écrase, et puis voilà. Mais là, on se rend compte que ce n'est plus le cas. Et que non seulement Israël a vécu des situations de guerre, mais c'était toujours à l'extérieur, et en général, il finissait par s'en sortir assez facilement. Mais là, la population, pour la première fois, elle est touchée dans son cœur, dans son être, dans son existence. Je veux dire, il y a aujourd'hui peut-être, je ne sais pas combien de milliers d'Israéliens réfugiés dans leur propre pays. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de logement, ils n'ont pas d'école, ils n'ont pas de lieu de travail, et ils sont comme ça désemparés. Ils sont dans la rue, ils sont désemparés, et c'est un sentiment que je vois dans leur réaction quand ils en parlent. Ils perdent la boule, ils en deviennent dingues. Et je pense que c'est ça qui est le coup le plus terrible infligé par l'Iran. À mon avis, c'est surtout ce côté psychologique qui déboussole la société israélienne et qui montre à quel point cette population a de moins en moins confiance dans le gouvernement, dans les autorités, et qui cherche de plus en plus les moyens de partir. Merci beaucoup. En tout cas, Monsieur Cohen, il n'y a pas que vous qui faites cette lecture de la situation. Ce matin, j'ai entendu le colonel McGregor, c'est un ancien de l'armée américaine, qui disait grosso modo exactement ce que vous dites. Il parlait en particulier d'une possible destruction d'Israël. Est-ce que ça peut aller jusqu'à ce point-là où Israël ne va plus exister, et dans quelles conditions? Est-ce que les États-Unis vont laisser faire un tel scénario? Non, c'est-à-dire,
une destruction venant de l'extérieur, les États-Unis ne pourraient pas l'accepter, ni certains pays européens. Mais s'il y a un effondrement intérieur, vous savez, je vais faire un parallèle. La Russie, elle a pillé le régime de Bachar el-Assad, mais le régime de Bachar el-Assad s'est effondré de l'intérieur et la Russie n'a rien pu faire. Donc moi, ce que je pense, connaissant la société israélienne, c'est que d'abord c'est une société très, très divisée entre des communautés antagonistes. C'est les religieux contre les athées, les Ashkénazes contre les séfarades, les Russes contre les autres, les Noirs contre les autres, les Arabes contre les autres, et ainsi de suite. Et ce pays ne tient que parce qu'il y a des tensions externes. Mais on le voit, vous imaginez cette société israélienne. J'ai posté une vidéo ce matin. Les Israéliens se battent, s'envoient du gaz parce qu'il n'y a pas assez de place dans les abris et ils se battent entre eux pour rentrer dans les abris. C'est-à-dire, c'est une société qui perd facilement toute notion de solidarité, de résilience. C'est une société qui a envie de vivre dans, vous savez, ce qu'on appelle le désir de vivre, le matérialisme. C'est une société très matérialiste, en dehors des religieux, bien sûr, mais l'autre, c'est elle est très portée sur les plaisirs de la chair, les plaisirs sexuels, le voyage. Elle est tournée vers ça. Consommatrice, disons, pour rester. Voilà. Et quand on lui enlève ça, et en plus la sécurité, la domination, et en plus être dominé par des orientaux ou des arabes ou des perses, ça les rend fous, eux qui mettaient ces populations au niveau des animaux. Monsieur Cohen, dans le cas où ce scénario se réalise, la tombée d'Israël de l'intérieur. Pardon, je voudrais juste ajouter, parce que je n'ai pas répondu jusqu'à la fin à la question, maintenant vous me reprenez, voilà. Donc en fait, c'est un pays, qu'est-ce qui va se passer? Toutes les classes intellectuelles, dirigeants, enfin ceux qui ont un très bon métier, ceux qui parlent des langues étrangères, ceux qui sont dans la technologie, dans l'économie, etc., vont partir. Vous savez, déjà, il y a 2 ans, il y a eu une fuite de cerveau de 30 000 personnes. 30 000 Israéliens, parmi les plus éduqués, sont partis. Et donc, d'autres vont partir, ne vont rester dans ce pays que des fanatiques, des religieux, des extrémistes, des messianistes. Est-ce qu'ils peuvent tenir le pays économiquement, militairement? Pas du tout. Pas du tout. Et donc, c'est un pays, à mon avis, qui va s'effondrer de l'intérieur. Et c'est-à-dire qu'il y a une déliquescence interne. Voilà, ça veut dire qu'il n'y a plus ce désir, le sentiment d'appartenir à un État et de le défendre. Et c'est ça que moi je prévois, c'est-à-dire cet effondrement, cette déliquescence interne. Alors, je ne sais pas sur quel délai, ni à quel rythme, etc., mais je pense qu'avec cette guerre, le coup d'envoi a été élancé. Voilà. Je vous ai perdu les dernières 30 secondes. J'espère que vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Vous m'entendez, Monsieur Jacob? Oui. Super. Donc, restons dans ce scénario d'effondrement, déliquescence de l'intérieur. Si ça arrive, on ne sait pas à quel horizon. Ça peut être quelques années ou ça peut être une dizaine d'années, je ne sais pas. Comment voyez-vous le Moyen-Orient se reconfigurer? Surtout que c'est clair maintenant que si ce scénario arrive, l'Iran aurait joué un rôle majeur, contrairement au royaume dans la région. Alors, c'est difficile à dire. D'abord parce que je pense que les pays occidentaux ne le permettront pas, enfin feront tout
pour maintenir. Sinon, il pourrait alors, comment dire, organiser le redépart ou le départ parce qu'il faut quand même 90% de ces gens sont venus de quelque part, du Maroc, de Pologne, etc. Donc, ils pourraient repartir, ou bien ils pourraient garder un petit pays de 3 ou 4 millions de Juifs et qui cohabiterait avec les Palestiniens. Voilà, par exemple, on peut imaginer que ces 3 ou 4 millions qui resteraient, qui perdraient toute illusion militaire, toute illusion de conquête, toute illusion de domination, seront obligés d'accepter une cohabitation avec les voisins, avec les Palestiniens, que la communauté internationale, que la Russie, que l'Amérique, etc., pourrait garantir. Bon, sans beaucoup de garanties, mais on pourrait éventuellement s'orienter vers cette solution-là. C'est-à-dire que s'il y a le départ d'un grand nombre d'Israéliens, disons, occidentalisés, parce que il ne resterait que, en grande partie des religieux ou des gens qui ne sont pas tournés vers l'Occident. Par exemple, comme beaucoup de Juifs marocains ou d'origine arabe, ils ont des petits commerces, ils vivent encore presque à l'ancienne. Voilà. Et donc, ils pourraient, à la limite, rester et voilà. Et on les obligera à vivre avec les Palestiniens, par exemple. Ça peut être une solution. Mais sur le plan... Oui. Allez-y. Si l'État sioniste, c'est-à-dire la structure étatique sioniste avec son idéologie de guerre, si cet État s'effondre, c'est à ce moment-là cette solution de cohabitation entre quelques millions qui resteraient et qui deviendraient inoffensifs, on pourrait imaginer une cohabitation à ce moment-là. Voilà. C'est-à-dire, vous voulez dire que ça peut devenir comme n'importe quel autre pays où il y a des musulmans, il y a des juifs, il y a des chrétiens. Voilà. D'ailleurs, c'est le cas un peu en Iran, puisqu'on parle d'Iran. Mais sur le plan géopolitique mondial, les conséquences sont beaucoup plus importantes. Je veux dire que l'État d'Israël tel qu'il est actuellement, c'est un peu le proxy de l'Occident par rapport à beaucoup de choses de domination internationale sur le plan économique, les détroits pour contrôler les routes de commerce. Donc, si cet État d'Israël, dont sa forme actuelle disparaît, les conséquences géopolitiques voudraient dire beaucoup de choses. Vous savez, dans les relations internationales, on ne fait pas de sentiments. C'est-à-dire, si l'État d'Israël vient à disparaître, pour une raison ou une autre, l'Occident s'arrangeait très bien. Il trouvera d'autres proxys. Voilà. Aujourd'hui, ils ont un proxy, ils le défendent. Mais si demain, ce proxy n'a plus la capacité de défendre l'Occident, eh bien, on s'en débarrassera d'une façon ou d'une autre, sans aucun scrupule. Vous savez, les Occidentaux ont déjà laissé tomber des alliés, et donc ça ne sera pas la première fois ni la dernière. Il y a une très grande capacité, surtout les Occidentaux, ont une très grande capacité d'hypocrisie. Il ne faut pas oublier une chose, l'Occident, qui soi-disant aujourd'hui aime Israël, n'a pas levé le petit doigt pour sauver les Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale, ni du régime nazi. Donc, il s'arrangerait très très bien. Ne vous en faites pas, ce sont des cyniques qui sont capables de sacrifier n'importe quel allié, n'importe quelle communauté. Et donc, ceux qui comptent sur l'Occident, ils se mettent le doigt dans l'œil, parce que si leurs intérêts fondamentaux l'exigent, ils se débarrasseraient de n'importe qui et d'Israël s'il le fallait. Ça c'est vraiment clair. J'ai entendu un diplomate iranien dire quelque chose de vraiment surprenant et d'extrême. Je vous le dis comme ça pour réagir. Il a dit qu'il
il ne faudrait pas vous étonner de voir Israël frapper l'Europe, s'il le fallait. Mais moi, je l'ai dit, je l'ai dit quelquefois. Dans quel sens? C'est-à-dire que c'est ça le danger aussi, c'est que il y a une partie des Israéliens qui sont tellement extrémistes qui se disent que si on doit tomber, eh ben l'Europe sera sacrifiée avec nous. C'est parce qu'ils ont 5 ou 6 sous-marins nucléaires avec des dizaines de bombes qui se baladent en mer Méditerranée, en mer Rouge, et si on les pousse à cette extrémité, ça pourrait arriver. Voilà. Et malheureusement, vous savez, l'Occident a laissé se créer un Frankenstein dans la région, et il se pourrait qu'ils en payent le prix. Je voulais vous partager avec vous ce point-là parce que c'était important de montrer à nos auditeurs qu'on a affaire à des extrémistes. Tout à fait. Oui. Voilà. Je vais regarder, je pense que j'avais récolté une question seulement. Oui. Ok. La question, elle dit, est-il possible pour l'Iran d'ajouter un cessez-le-feu à Gaza à ses demandes dans d'éventuelles négociations de paix avec l'entité? C'est clair que la question exprime une anxiété par rapport à ce qui s'est passé à Gaza, mais en même temps, je rajoute à ça, est-ce que tout ça, c'est aussi les conséquences du 7 octobre, Monsieur Jacob Cohen? Bon, d'abord, il faut partir du principe établi que le 7 octobre a été en grande partie organisé, toléré, manipulé par Israël. Voilà. Si on part de ce constat, on voit les choses différemment. Et on comprend pas mal de choses qui sont venues après. Le débat ce soir ne porte pas sur le 7 octobre, mais j'invite les auditeurs à se reporter à des vidéos qui ont été faites à l'époque, à des analyses, etc., et qui montrent que, d'abord, en gros, que les Israéliens étaient parfaitement au courant de ce qui se tramait et qu'ils ont mis au moins 5-6 heures à intervenir, ce qui est absolument aberrant, et que la moitié au moins des tués israéliens l'ont été par des militaires israéliens. Donc, tenant compte de ces 3 éléments, on peut dire que le 7 octobre a été manipulé en grande partie par l'État profond sioniste pour mener à bien ses opérations. Peut-être même, ils pensaient encore à l'Iran, en tout cas à Gaza et en Cisjordanie, et peut-être qu'ils pensaient déjà à l'Iran. Donc, il faut replacer le 7 octobre dans cette perspective d'une manipulation pour aller vers ces objectifs-là. Voilà. Et on a vu se dérouler ce plan, bon, qui semble se coincer un petit peu à Gaza, mais l'Iran reste un gros morceau que, à mon avis, et c'est ça qui est, vous savez, on parle de l'hubris, c'est-à-dire quand on a un sentiment de puissance trop grand, on a l'impression qu'on peut dominer, et je pense que les sionistes ont été emportés par leur pouvoir, leur capacité de mener des coups terribles contre leurs voisins, et ils pensaient que cette fois, ils allaient en finir avec l'Iran, et ils ont fait une erreur stratégique monumentale, mais à la limite, au-delà de stratégique, conceptuelle, philosophique, eschatologique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas senti la différence. L'Iran est un pays chiite qui a le culte du sacrifice, de la lutte jusqu'au boutiste et ainsi de suite, et je crois que c'est un élément qu'ils n'ont pas pris en compte. Regardez le 13 juin au matin, il y avait une euphorie en Israël extraordinaire parce qu'ils ont pensé ce coup-là, ils vont s'effondrer. Peut-être un autre pays, la Syrie par exemple, il y a eu quelques coups et le régime s'effondre, mais avec l'Iran c'est autre chose. Et il le démontre et c'est une leçon pour les autres pays que l'organisation, la volonté, la persévérance peuvent avoir des résultats contre n'importe quel adversaire, même s'il paraît invincible.
mais Monsieur Jacob, c'est un peu dans l'ordre des choses. Ils ont attaqué Gaza. Vous dites qu'ils ont manipulé Gaza. C'est un scénario, c'est une lecture. Beaucoup d'autres ne sont pas d'accord. Après, ils ont attaqué Hezbollah. Après, ils ont fait tomber la Syrie. C'est un peu dans l'ordre des choses que la suite, c'était l'Iran. Et c'est un peu difficile de dire qu'ils ne connaissent pas la nature de l'Iran, de la Persie et de l'homme iranien. Non, c'est-à-dire, vous savez, quand on est trop puissant, trop dominateur, trop méprisant pour ses ennemis, on peut estimer que, voilà, par exemple, le Hezbollah, il passait pour un groupe capable, qui irait jusqu'au bout, etc. Et puis, en quelques jours, ils ont quand même, ils ont provoqué son effondrement, en tout cas en grande partie. Voilà. Et avec cette quasi-victoire et sur le régime syrien, ils se sont dit, avec ce coup terrible qu'on va porter au régime iranien, il y a des chances qu'il s'effondre. C'est-à-dire, en fait, c'est quoi s'effondrer? Ça veut dire que la chaîne de commandement, la volonté de persévérer, que les responsables restent et ne fuient pas, et ne se disent pas « je vais sauver ma peau », etc. Tous ces éléments-là n'ont pas joué comme Israël l'avait pensé. Voilà. L'effondrement, c'est comme un domino. C'est comme un domino. Ça veut dire on fait tomber des dominos, et puis les autres tombent par la suite. Et c'est ça qu'ils ont pensé, et ça, ce n'est pas arrivé. Maintenant, c'est un coup de poker qu'ils ont joué, et donc peut-être qu'ils ont pensé qu'ils avaient les atouts en main pour provoquer cet effondrement, et comment dire, l'euphorie qui les a gagnés le 13 juin, le week-end, moi je me souviens, enfin ils pensaient, ils rêvaient déjà d'un changement de régime, etc. Ils voyaient tout en rose, parce qu'ils ont pensé avoir réalisé le plus dur. Donc, on peut faire une erreur comme ça, une estimation erronée ou bien ils n'ont pas porté peut-être un coup total, général, etc. Mais comment, en fait, c'est-à-dire si je vois les choses rétrospectivement, en analysant ce qui s'est passé, eux, ils ont pensé que c'était suffisant. Voilà, pour faire tomber. Vous voulez dire que c'est, pour simplifier, c'est un excès d'ego qui leur coûte cher. Oui. J'ai une dernière question. Allez-y, oui. Monsieur. Mais tous les observateurs estiment que le coup porté à l'Iran le 12 juin, la nuit du 12 juin, est magistral. Voilà. C'est-à-dire que c'était suffisant, en tout cas, pour faire tomber, enfin pour ébranler un pouvoir en tout cas, voilà. C'est-à-dire des chefs militaires qui sont tués, et surtout la panique qui pouvait être créée dans les cercles dirigeants, faire confiance à qui, s'adresser à qui va prendre le commandement. Est-ce que cette panique-là n'allait pas provoquer une espèce de chaos qui aurait permis la perte, c'est-à-dire que le système ne contrôlait plus. Voilà. Non, je comprends parfaitement. C'est-à-dire quand vous touchez un certain nombre de l'élite dirigeante, c'est le pays qui va partir dans une situation incontrôlable. Mais on en parlait au départ, il y a des informations qui disent que l'objectif de l'opération visait beaucoup plus. Il visait 400 personnalités et que c'est fait dans la précipitation parce que le plan a été découvert, d'où son échec relatif et la reprise des opérations par l'Iran. Ceci peut expliquer cela, effectivement. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Jacob Cohen. On a fait 50 minutes. On va prendre une question que j'ai vue. Oui. Quoique je pense qu'on en a parlé, mais je voudrais aussi, après la question, que vous clôturez encore une fois pour les nouveaux arrivants de la situation de la population en Israël. Donc la question, elle dit, Monsieur Cohen, pensez-vous qu'Israël veut se débarrasser de toutes les franges de la résistance hostile à son existence et veut pactiser et forcer les régimes du Golfe arabe de faire des accords forcés? C'était le but d'Israël depuis des décennies.
C'est-à-dire, il ne faut pas oublier quand même que tous les pays qui avaient exprimé le désir de résister, Saddam Hussein, la Kadhafi, la Syrie, ont été éliminés. Voilà. Et les groupes de résistance comme le Hezbollah, le régime syrien, il ne restait, vous savez, dans les années 80 ou 90, les États-Unis et Israël avaient établi une liste de 7 pays arabes à éliminer. Voilà. Et les 6 ont été éliminés ou réduits au silence. Il restait l'Iran. Donc, ce morceau-là devait, une bonne fois pour toutes, être avalé et être réduit. Et si cela avait été fait, à ce moment-là, il n'y avait plus aucune résistance à la domination, à la Pax Israelana, à la domination sioniste. Voilà. Et donc, effectivement, d'ailleurs, regardez les pays du Golfe ont signé de gré ou de force, la question n'est pas là en tout cas, ont signé des accords de normalisation qu'on appelle des accords d'Abraham pour les faire passer plus facilement. Mais en fait, ce sont des accords de capitulation, c'est-à-dire on admet la domination du régime sioniste et on lui obéit. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, ce qui est terrible, regardez l'Arabie Saoudite, qui est quand même un grand pays, qu'on le veuille ou non. Avant la guerre de Gaza, il y avait des discussions pour normaliser les relations entre l'Arabie Saoudite et Israël. Et vous savez quelles conditions demandait l'Arabie Saoudite? C'est presque humiliant de demander ça. L'Arabie Saoudite demandait, c'est officiel ce que je vous dis, enfin je veux dire, ça faisait partie des négociations qui ont été énoncées. Donc, dans les informations, dans les médias, l'Arabie Saoudite demandait la garantie que la centrale nucléaire pacifique, civile qu'elle voulait construire ne soit pas détruite par Israël. Voilà. Donc, en fait, si on résume, le monde arabe se soumettait d'une manière ou d'une autre, soit par l'éloignement, soit par la neutralité, soit par la soumission, soit par des accords. Il n'y avait plus aucun État qui s'opposait ou qui faisait front à la volonté dominatrice israélienne. Merci beaucoup, M. Cohen. Donc, je voulais que vous concluturiez avec la situation en Israël, surtout par rapport à la population, et comment vous voyez cette situation évoluer dans certains scénarios les plus plausibles. Alors, apparemment, les Iraniens ne veulent pas arrêter, malgré les appels comme ça du pied d'Israël, des États-Unis, peut-être de la Russie, d'arriver à un accord. Franchement, personnellement, je vais émettre une opinion personnelle. Si les Iraniens acceptent de négocier dans les conditions actuelles, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans leur tête, voilà, dans leur esprit. Parce qu'avoir été trahi, manipulé pendant 40 ou 50 ans, alors qu'ils ont aujourd'hui, c'est peut-être un peu dur, mais ils ont la situation en main. Et surtout, s'ils continuent ne serait-ce que quelques semaines, 3-4 semaines de frappe sur Israël, la société israélienne sera à bout, elle sera démoralisée pour longtemps, et à mon avis, c'est ce qu'elle devrait faire, puisqu'elle peut le faire, elle a les moyens de le faire, et il n'y a aucune raison qu'elle s'arrête, parce que on peut dire une chose, il faut qu'ils sachent une chose, les Iraniens, que jamais les Israéliens, et ni les Américains, ni les Européens n'arrêteront un jour de rêver à la chute du régime iranien. Et donc, que les Iraniens se mettent ça en tête, les Occidentaux n'ont qu'une obsession, faire chuter ce régime. Alors, ce régime, pour une fois qu'il a les cartes en main, il doit aller jusqu'au bout. Voilà. Ou en tout cas, ou avoir une solution qui lui convienne parfaitement. Voilà. Sans avoir à se dire, si je négocie maintenant, dans 2 ans, dans 5 ans, ils vont revenir. Merci beaucoup, Jacob. Il nous reste 4 minutes, je vais les prendre quand même, avec une question qui me vient à l'esprit par rapport à l'Algérie, parce qu'on parle à des auditeurs dont la majorité sont algériens.
l'Algérie continue avec ses positions de fermeté aux Nations Unies, au Conseil de sécurité. Ils ont condamné fermement l'attaque américaine contre l'Iran. Oui. Il y a une question, pardon. Oui, je voulais avoir votre réaction par rapport à ça, surtout que le danger, il est énorme. C'est-à-dire que si l'Iran demain tombe, l'Algérie, c'est une cible majeure. Je pense avoir dit quelquefois dans mes vidéos que l'Algérie, je veux dire, elle est dans la ligne de mire d'Israël, de l'Amérique, mais le danger… Monsieur Cohen, pardon, je vous interromps, ça c'est clair. Ce que je veux dire, c'est qu'elle ne fléchit pas malgré que l'axe américano-sioniste avance dans son projet. L'Algérie ne fléchit pas. Bah, elle ne fléchit pas parce que ça fait partie de son ADN et que je pense que pour un pays qui a eu son histoire, son passé, sa résistance, etc., que s'il abandonnait ça, je pense qu'il perdrait une partie de son âme. Voilà. Bon, merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. On a fait 1 heure, c'était vraiment agréable. Si vous voulez dire un dernier mot, allez-y. Il reste 2-3 minutes. Mais sinon, j'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Et j'espère qu'on aura l'occasion de parler une autre fois. Je vous remercie pour votre invitation. Je remercie de l'intérêt que portent vos auditeurs. Et je voudrais dire une chose. Vous voyez que même moi, parfois, je suis assez pessimiste. Mais parfois, l'histoire, quand même, nous réserve des surprises agréables, positives. Et donc, il faut toujours s'accrocher, il faut toujours résister, il faut toujours se battre. Et un jour, la solution finit par apparaître. Voilà. Absolument. Et je me rappelle le dernier live qu'on a fait ensemble, vous étiez très pessimiste. D'ailleurs, ça m'a fait quelque chose. Mais comme on a dit tout à l'heure, il ne faut pas fléchir, comme l'Algérie. Exactement, voilà. Merci beaucoup. Au plaisir de vous avoir une autre fois, Monsieur Jacob Cohen. Au très grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous et à la prochaine. Au revoir. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre participation, votre présence, vos questions, vos commentaires. Je vous dis à la prochaine. Le jeudi, on a un sujet qu'on avait annulé la dernière fois à cause d'un problème sur StreamYard, le sujet sur le panafricanisme. Donc, il est toujours annoncé sur ma chaîne. D'ici là, je vous dis merci beaucoup. Le meilleur est à venir. حبك حكاية يا للناس انت رواية كلك إحساس حبك حكاية يا للناس انت رواية كلك إحساس انت رواية حبك حكاية انت رواية حبك حكاية
كيفاش ننسى ابن البشر انتي القمر في ليلة السمر كيفاش ننسى